Merci d'être présent ici. Je vais vous rappeler rapidement le cadre de cette audition. Il s'agit pour nous, dans la France insoumise, de recueillir la parole, en l'occurrence de la communauté éducative et pour aujourd'hui d'enseignants du secondaire, sur la gestion de cette crise. Quelles sont les réflexions, les analyses que vous portez sur cette gestion? Quels ont été les manquements de l'administration, du central? Quels ont été, qu'est-ce qu'avez-vous pensé de la continuité pédagogique, les difficultés rencontrées, mais en même temps aussi les choses positives, les leçons à tirer positives de cette expérience que l'on pourrait reproduire, que l'on pourrait conserver pour une école d'après, si tant est qu'on souhaite effectivement repenser cette école. Voilà. Moi, je vous laisse la parole pour répondre dans ce cadre-là à ces différentes questions. Diane, je vous laisse vous présenter et vous pouvez commencer à répondre. Bonjour, moi je m'appelle Diane Granou, je suis donc professeure d'histoire-géographie dans le secondaire, j'enseigne à Bagnolet dans un lycée polyvalent et je suis également membre du collectif Enseignants pour la planète qui a 1 an d'existence à peu près et donc c'est un collectif qui œuvre pour l'intégration de l'écologie dans la culture professionnelle enseignante et dans les pratiques aussi scolaires. Voilà. Est-ce que vous voulez déjà que je commence à répondre sur les Oui, différents points que vous avez abordés? Enfin, peut-être non, je laisse Romain se présenter quand même. oui. Alors bonjour, je m'appelle Romain Guetner, je suis militant au SNES FSU et je suis professeur dans un collège de La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Merci Euh, d'être là. Diane? Merci de nous avoir invités. Ben, moi, ma première réflexion sur, si on commence sur la question de la continuité pédagogique, parce qu'effectivement, c'est le premier mot qui est sorti de cette crise et c'est la première injonction qu'on a reçue. Elle peut évidemment paraître légitime et bien évidemment, il fallait que le service public d'éducation se poursuive pendant cette crise. Mais la question quand même qu'on s'est très vite posée, c'est la continuité pédagogique. Oui, mais pourquoi? Et en fait, la seule réponse qui nous a été parfois très maladroitement apportée par le ministère, c'est la continuité pédagogique. Comment? Or, la question du pourquoi, elle était plus importante en fait. Pourquoi est-ce qu'on voulait à tout prix qu'il y ait une continuité pédagogique? Est-ce que c'était pour, à toute force, préparer des examens? Pourquoi pas? Est-ce que c'était pour occuper les élèves et ne pas les laisser désœuvrer? Pourquoi pas aussi? Mais finalement, alors nous, c'est sûr qu'à Enseignants pour la planète, on aurait clairement préféré que ce soit pour accompagner les élèves dans le vécu de cette crise qui a quand même qui est un bouleversement absolument majeur de nos vies, de nos sociétés, etc. Et dans laquelle, au cours de laquelle on a finalement laissé nos élèves très, très démunis. On aurait bien voulu que cette continuité pédagogique, elle soit mise au service voilà, de l'éclairage et de l'accompagnement dans cette crise et pas une espèce d'injonction à continuer comme si de rien n'était, parce que ça, c'était pas possible. Et c'est pas qu'une question d'outils techniques. Il n'était pas possible de faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est un premier élément. Je sais pas si… Romain, vous voulez compléter? Pour qualifier déjà la gestion de la crise, je dirais que la gestion de la crise, elle a été lamentable. Quand on voit que depuis le début du confinement, Jean-Michel Blanquer a été contredit 18 fois par le gouvernement ou le président de la République, voilà, c'est juste hallucinant. Ça prouve que rien n'était préparé, que rien n'a été organisé et au final, sur qui sont tombées les responsabilités à chaque fois, c'était le petit personnel entre guillemets quoi. Donc ce qu'a su faire Jean-Michel Blanquer, c'est ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire mettre la pression sur les personnels en demandant, comme disait Diane, d'assurer la continuité pédagogique. Sauf que la continuité pédagogique, quand on n'est pas à l'école, ben c'est pas possible. On peut pas faire la même chose à l'école que quand on est à la maison et faire ça. Et du coup, il a mis la pression sur les enseignantes et les enseignants en leur demandant de faire des choses quasi impossibles. Donc, ils se sont efforcés de faire un maximum et j'ai envie de dire, ils en ont presque même fait trop parce que du coup, il y a même les familles et les parents d'élèves qui disaient que voilà, il y avait trop de travail à faire, on en demandait trop aux élèves qui au final étaient débordés peut-être plus qu'en classe et les parents aussi, ils n'arrivaient même plus à gérer au final leur travail
que ce soit quand ils devaient aller eux-mêmes au travail ou alors quand c'était un télétravail. Et au final, voilà, il y a eu énormément de pression sur les élèves, sur la communauté enseignante, sur tout le monde, juste pour une question d'affichage du ministère. Oui, merci. Donc, continuité pédagogique, pas possible. Effectivement, donc vous vous êtes débrouillé pour quand même pouvoir assurer une présence, ou en tout cas, comment vous vous êtes débrouillé avec ces injonctions les uns et les autres, et comment vous avez fait finalement? Bah, je dirais qu'après un espèce de moment de sidération où on s'est dit à toute force qu'il fallait absolument continuer, boucler les programmes, continuer à préparer le bac, et cetera. Parce que c'était quand même aussi ça l'ambiance du début du confinement, c'était que tout devait se passer exactement comme si rien ne se passait. Je pense qu'on a été nombreux aussi à comprendre qu'en fait, on était là dans une éducation quasiment maltraitante. Enfin, moi, je rejoins tout à fait ce que disait, ce que vient de dire Romain. En fait, dans les premières semaines, on a été, je pense, beaucoup trop exigeants avec les élèves, leur envoyant, enfin, en les assommant de cours en ligne et de vidéos et de je ne sais quoi, qu'ils étaient bien incapables d'assimiler parce qu'ils étaient tout simplement souvent tout seuls. Et puis, je crois aussi qu'il y a un moment, enfin, en tout cas, personnellement, pour moi, il y a eu vraiment un avant et un après. Il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'on était face à des élèves qui vivaient une crise et qui n'étaient donc plus en mesure eux-mêmes de suivre. Moi, j'ai eu 2-3 fois des élèves que j'appelais pour dire bah, dis donc, vous ne m'avez pas rendu vos devoirs, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qui m'ont expliqué mais écoutez, Madame Granou, là, dans ma famille, on a des deuils, on est désespérés, c'est très difficile. Et ben voilà, c'est pour ça que je ne peux pas faire mes devoirs. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé. C'est quelque chose qui n'a pas. Voilà, les élèves ont été traités comme si ils vivaient dans un monde parallèle en dehors de la crise, alors qu'on aurait dû être absolument la priorité qu'on aurait dû avoir, c'est de les accompagner et de s'assurer que on ne les enfonçait pas, je dirais, dans une crise encore plus forte, parce qu'il y a une angoisse absolument terrible chez les élèves. Moi, j'ai 2 classes, enfin, j'ai quasiment que des niveaux d'examen, je n'ai que des classes à examen. Et quand je discute avec les élèves, l'angoisse qu'ils ont de on va avoir un bac au rabais, on va rater nos études, notre diplôme ne vaudra rien, etc. Ça se rajoute tout, à tout le stress, toute l'angoisse qui existe aujourd'hui et que pour le coup on partage avec eux. Et ça, je trouve que vraiment cette angoisse-là, il aurait fallu l'anticiper et ne pas l'augmenter. Et à mon avis, c'est un peu ce qu'on a eu comme effet au début, en tout cas. Voilà. Et donc, Moi, je depuis, voudrais, en ce qui me concerne, j'ai énormément levé le pied. Je propose des choses aux élèves qui sont plutôt de l'ordre de la révision. J'essaye voilà, les devoirs sont généralement facultatifs. Je note pas, je note plus rien. Voilà, j'évalue avec des appréciations, mais je mets plus de notes, enfin, des choses comme ça. J'essaye de faire le maximum de cours en visioconférence pour être le maximum avec eux et non pas voilà, chacun dans sa chambre isolée. Voilà, j'essaye d'adapter ma pratique comme ça. je vais rebondir à ce que dit Diane sur les examens. D'une part, les élèves ont mis énormément de temps à savoir ce qui les attendait, puisque le ministère a tardé sur les modalités des examens, de même que le personnel. Et donc finalement, on arrive à une solution qui est celle du contrôle continu pour toutes et tous, sauf pour l'épreuve anticipée de français en première. Puisque là, pour l'instant, on n'a toujours aucune réponse sur ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les premières, a priori, devraient toujours passer leur oral de français. Alors pourquoi les premières, pourquoi le français? Enfin voilà, ça passe encore pour une décision totalement arbitraire et incompréhensible. Et là, on n'a toujours pas de réponse sur est-ce que les conditions sanitaires sont réunies pour que les élèves de première puissent aller passer un oral dans un établissement. Enfin, voilà. On est encore confronté à ce genre de décision un petit peu hors sol où au final, voilà, on n'a toujours pas de réponse et c'est assez inquiétant. Après, sur le début du confinement, bah oui, comme disait Diane, bah, voilà, on n'était pas préparé, on a dû se débrouiller sur le terrain au final, hein, puisque personne n'a été formé à ce type
à ce type de situation et puis à ce type d'enseignement, quoi. Je veux dire, on n'a pas de formation informatique développée pour faire ce genre de travail. Et puis même au-delà de ça, le plus important, c'était de contacter les familles et d'avoir des retours. Et c'était très, très compliqué au début. Et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Quand Blanquer annonce que 5 à 8% des élèves sont des faucheurs dans la période, je ne sais pas dans quel établissement il a pris ce chiffre, parce que je pense qu'en Seine-Saint-Denis, c'est très, 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 très largement sous-estimé. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'imagine qu'on va parler du matériel informatique, parce que il y a du coup des organismes qui sont obligés de prêter du matériel informatique pour que les élèves puissent travailler. Dans nos classes à la Courneuve, dans plusieurs classes, il y a au moins 2 tiers de la classe qui n'a pas accès à un ordinateur. Dans, dans, et je parle simplement du foyer, dans la famille. Voilà, souvent les élèves doivent travailler sur un téléphone portable et parfois ils n'en ont pas un individuellement, c'est-à-dire que c'est la fratrie qui doit travailler sur un ordinateur portable, un téléphone portable, pardon, et du coup qui doit se le prêter pour faire les exercices, etc. Avec tout ce que ça implique comme tension dans la famille, voilà. Donc c'est rien que la mise en route a été très compliquée parce que rien que matériellement, c'est très compliqué pour les élèves et leur famille, quoi. À mi-chemin, là, vous en êtes toujours, enfin, je veux dire, c'est toujours aussi compliqué. Le matériel informatique, il y a eu des réponses qui ont été données en cours de route pour ce qui est effectivement des départements dont on sait que la population est particulièrement fragilisée ou démunie, etc. À ma connaissance, pas du tout. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont prêté des ordinateurs à des élèves, par exemple, mais il n'y a pas eu de réponse, enfin à ma connaissance, hein, il n'y a pas eu de réponse institutionnelle. Ouais. Et juste pour compléter ce que dit Romain, alors c'est clair qu'on fait même encore face aujourd'hui à des problèmes d'outillage. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas les équipements. Mais il y a aussi le fait que beaucoup d'élèves ont des difficultés à s'en servir. Enfin, je crois que c'est ce qu'on appelle l'illectronisme. En fait, certes, ils sont devant leurs écrans très, très souvent, mais il y a toute une série d'usages de l'informatique que nos élèves en fait, ont découvert le 15 mars. Quoi. Ne serait-ce que l'utilisation du mail, on a bien senti que pour beaucoup d'élèves, c'était vraiment très, très nouveau. Ouvrir une pièce jointe, enregistrer une pièce jointe, des choses comme ça. Pour eux, ça a été un peu un problème. Donc, c'est pas simplement je pense pas qu'il faut pas penser que outiller et donc distribuer des ordinateurs, ce serait la solution. Il y a aussi toute une culture du numérique qui est absente quoi, chez nos élèves. Ouais, pour compléter, il y a énormément de foyers, de familles qui n'avaient pas accès à un ordinateur. Et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place pour faire remonter les besoins, pour savoir quelles étaient les situations des familles, etc. Dans mon collège, il y a des tablettes qui sont prêtées par la Fondation Rothschild et Vinci. Voilà, donc le service public, il en est réduit à ça, à prêter du matériel de grandes entreprises. Il y a aussi le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui a prêté des tablettes qui sont réparties dans les collèges. Mais après, la difficulté pour les élèves aussi, c'est déjà le problème de la gestion, enfin tout simplement de la vie dans les conditions des quartiers difficiles actuellement où il faut faire la queue pour aller acheter à manger, où des centaines de familles ont faim actuellement. Je veux dire, voilà, c'est ça un petit peu ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et puis après, d'arriver à gérer avec une tablette pour la fratrie, pour faire les devoirs. Est-ce que les parents sont là pour aider ou pas? Et puis il y a ce que disait Diane sur l'accès au travail, parce que chaque enseignant ou enseignante va utiliser aussi ses propres
connaissances pour faire travailler des élèves. Donc, il y en a qui vont travailler sur des classes virtuelles, d'autres qui vont envoyer des documents par mail ou des documents Word sur lesquels ou LibreOffice sur lesquels les élèves vont devoir travailler. Il y en a d'autres qui utilisent des documents sur le site du Canopé, Cuisinière, etc. Donc, il y a plein de ressources et en fait, du coup, c'est pas forcément évident pour les élèves de s'y retrouver, de savoir comment ça fonctionne. Chaque fois, il faut créer un mot de passe. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué, chronophage, etc. Et puis pour les familles qui aident leurs enfants à faire les devoirs aussi, voilà, c'est pas forcément enseignant, et ils comprennent pas forcément quel est l'enjeu de l'exercice, etc. Et ça prend énormément de temps à, à se dépatouiller dans tout ça quand on a les devoirs pour tant de disciplines à faire chaque jour, quoi. Je me permets de rebondir pour vous poser deux séries de questions autour du numérique rapidement, puisque vous avez abordé naturellement la thématique. Alors, donc moi, je m'appelle Alexandre Rochen, je suis co-animateur du livret numérique de la France Insoumise. Je suis prof parallèlement, mais là, j'interviens vraiment en qualité d'animateur de livret. Alors, parmi la première série de questions, peut-être une question initiale sur la fragmentation des plateformes numériques sur lesquelles vous travaillez avec les élèves. C'est-à-dire comment est-ce que vous expliquez un tel éclatement du corps professoral sur différentes plateformes? Alors, sur Pronote, sur Discord, sur WhatsApp, parfois sur Zoom, etc. Comment, sur Blackboard aussi, avec les outils du CNED, etc. Comment vous expliquez une telle fragmentation du tissu éducatif à l'heure du confinement? Ça, c'est une première question. La deuxième question, quelle est la place de la question des données personnelles, et notamment des données personnelles des personnes mineures, dans tous ces procédés? Est-ce que les chefs d'établissement ou le rectorat vous ont mis en garde sur ces thématiques-là? Est-ce que c'est une thématique qui est oubliée de par l'urgence du problème? Une autre question plus générale qui est, au début du confinement, est-ce que vous avez rencontré des problèmes de connexion? Parce qu'il y a eu 15 millions d'élèves en situation de confinement. Le ministère devait faire face à plus de 7 millions de connexions journalières sur ces différents services. Est-ce que Pronote et Index Éducation étaient suffisamment calibrés pour faire face au flux de connexion? Donc, on va commencer peut-être par ces questions-là et je vous poserai ma deuxième série après. Je commence. Sur la fragmentation des outils qu'on a utilisés, je dirais que ça a été tellement fait dans l'urgence qu'on a sans doute en partie utilisé ce qu'on utilisait déjà un peu à titre personnel. Donc les uns WhatsApp, les autres Zoom, Discord, ça a été souvent proposé par les élèves eux-mêmes, par exemple. Je ne sais pas très bien comment ça s'explique. Je crois que enfin, si ce n'est par l'urgence et par la volonté vraiment enfin, c'est le système D, quoi. Parce que ce qui est sûr, c'est que les outils officiels ne fonctionnaient pas. Enfin, sur l'ENT, Pronote, etc., tout ça, effectivement, au début, ça a été catastrophique, quoi. Ça marchait pas du tout, du tout, du tout. C'était absolument pas fiable. Du coup, ça démultipliait le temps de travail encore plus parce qu'il fallait poster à la fois sur l'ENT, sur Pronote, sur WhatsApp, par mail, etc. Enfin, on ne s'en sortait plus. Du coup, je pense qu'on a été assez nombreux à abandonner en fait les outils institutionnels pour malheureusement passer sur des plateformes de type, type WhatsApp, par exemple. Je sais que c'est très utilisé par les collègues. Et effectivement, sans précaution par rapport à la question des données privées. Alors là, c'est sûr que je pense, enfin, je crois qu'on est là, enfin, on est complètement dans l'improvisation et que je crains que ça n'ait pas du tout été pris en compte par personne, ni par les chefs d'établissement, ni par les enseignants, ni par les élèves. Personne n'a pu s'en préoccuper. Et voilà, récemment, j'ai essayé de faire une visioconférence en utilisant le Jitsi,
qui est un support de l'un des outils institutionnels. Je ne sais plus, en plus il y a 50 noms différents, je crois que c'est ma classe virtuelle. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas en fait. Enfin, ça fonctionne avec 5 ou 6 élèves sans faire de partage d'écran. Mais si on veut avoir 15, 20, 30 élèves ensemble, moi, je n'ai réussi qu'à faire fonctionner une autre plateforme qui n'est pas celle de l'éducation nationale. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'au début du confinement, tout le monde utilisait tout le monde voulait utiliser les classes virtuelles proposées par l'outil du ministère et ça, du coup, tout le monde était connecté en même temps et ça ne fonctionnait pas. Et du coup, beaucoup de collègues s'en sont remis à d'autres solutions dans un souci d'efficacité parce qu'ils voulaient atteindre leurs élèves et du coup, ils n'utilisaient pas forcément des outils qui respectent les données personnelles des élèves, mais voilà, c'était vraiment pour essayer de pouvoir en toucher un maximum. Et voilà, donc on a dû jongler entre ça, et y compris la fragmentation des outils, elle a évolué avec le temps. Parce que voilà, c'est la première semaine, on était dans l'urgence, on a essayé des choses. Après, on en a essayé d'autres, on s'est rendu compte que c'était plus efficace, et puis petit à petit, y compris nous, enfin chaque enseignant a fait évoluer les outils qu'il utilisait. Et puis entre chaque enseignant, voilà, on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Donc au final, c'est compliqué, mais à la fois les enseignants et les élèves, on s'est mis en danger en utilisant certains outils parce que il y a des collègues qui au final ont créé des classes virtuelles et se sont retrouvés avec des élèves ou pas d'ailleurs qui ne connaissaient pas, qui sont connectés, qui ont commencé à les insulter, à faire n'importe quoi, à passer des documents qui avaient rien à voir avec le cours et voilà, ça a causé plein de problèmes comme ça. Voilà, les personnels n'avaient pas été formés suffisamment à toutes ces problématiques. Merci. Je pose ma deuxième vague de questions. La première, c'est dans vos pratiques enseignantes et ceux de vos collègues, est-ce que vous avez quelle place, quelle posture vous pouviez adopter pour gérer différents obstacles qui étaient comme des filtres parasites entre vous et les élèves dans le processus éducatif. Par exemple, la barrière de la langue pour les élèves allophones face aux outils numériques qui sont plutôt en français en général, face justement au manque de savoir-faire numérique des parents ou des élèves pour manipuler les outils, et des problématiques diverses comme les problématiques d'illettrisme, autant parfois du côté de l'enfant ou du côté de la famille, les problématiques de dyslexie, de dyspraxie. Donc, comment est-ce que vous avez pu gérer avec cette diversité des élèves et les différentes difficultés qu'ils rencontrent? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est quelle place accordez-vous aux collectivités territoriales pour prêter du matériel numérique aujourd'hui ou aux ONG comme Emmaüs Connect qui peuvent donner des crédits de data pour se connecter à Internet aux familles en difficulté, en précarité numérique? Donc, est-ce que pour vous, les collectivités territoriales doivent prendre une part plus importante dans le prêt de tablettes ou est-ce que c'est le ministère qui doit s'en occuper? Voilà, ça c'est la deuxième question. La troisième et dernière question, c'est la question des offres de formation de classe à distance. Toutes les formations du PAF de l'Éducation nationale ont été suspendues. Il y a certains dispositifs de formation qui ont été proposés par les académies pour former les enseignants en classe à distance. Qu'est-ce que vous pensez de ces contenus de formation? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été adaptés aux attentes des pratiques éducatives et des enseignants? Alors peut-être, Diane a le micro qui est fermé. Pardon. Pour la première question, je vais faire une réponse très honnête, dont je suis désolée, mais moi, je n'ai pas géré.
La réponse, c'est pas. On n'a pas à gérer. Enfin, moi, les élèves non allophones, je les ai perdus. Enfin, je vais être très honnête. Dans la classe dont je suis prof principale, Dieu merci, quelque part, j'en ai pas. Donc, ça n'a pas été un souci majeur. Mais j'ai d'autres classes où effectivement, j'ai des élèves non allophones et je n'ai pas eu matériellement la possibilité de régler ce problème-là. Parce que, bon, aussi, il faut quand même le dire, c'est que nous, on s'est retrouvés aussi à enseigner en ayant parfois nos enfants à la maison, etc. Donc, il y a aussi, tout s'est fait en temps contraint. Et pour régler ce problème-là, il aurait fallu avoir un temps que personnellement, je n'ai pas eu et je pense que beaucoup de mes collègues n'ont pas eu. On n'est pas, enfin, voilà, on n'est pas surhumain, quoi, ni surhumaine. Donc, voilà, là, la première réponse, c'est ça. Sur les collectivités territoriales, je dois dire que c'est vrai qu'on a souvent envie que ce soit toujours voilà, le service public et donc l'État qui répondent à toutes ces demandes. C'est vrai que finalement, je trouve que cette crise nous incite quand même beaucoup à penser des réorganisations plus locales et peut-être plus collectives. Donc finalement, une sorte de circuit court de l'informatique, ça pourrait être assez intéressant avec des systèmes de prêt, je ne sais pas. Parce qu'il faut dire aussi que les outils qui nous ont été donnés dans le passé par le ministère, souvent sont très très peu performants. Enfin, là, au début de l'année, dans mon lycée pro, dans la section pro de mon lycée plutôt, on a distribué des tablettes aux élèves qui sont des espèces de machines de guerre qui pèsent 5 kilos, qui sont hyper lentes, enfin, donc c'est pas forcément l'État le meilleur fournisseur de ce genre d'outils et peut-être qu'effectivement des organismes plus locaux avec des gens, des informaticiens plus, je sais pas, qui seraient plus en contact avec les gens avec les bénéficiaires de ces outils, ça serait peut-être effectivement très, très intéressant, mais je dois dire que j'avais jamais tellement réfléchi à ça. Et sur le troisième point, sur les formations à distance pour les enseignants, là, en fait, c'est un peu la même réponse que pour la première question. On n'a à aucun moment le temps de se former. Enfin, moi, j'ai vu passer une ou deux propositions de formation sur l'enseignement à distance, mais je dois dire que je ne m'y suis pas attardée. En plus, ce que j'ai vu passer, c'était comment évaluer ces élèves à distance. Et ça m'a un peu agacée parce que justement, la consigne qu'on avait enfin obtenue, c'était qu'on n'évaluait pas les élèves. Donc, avoir une formation sur l'évaluation, ça m'a paru absurde. Donc, je ne l'ai pas suivi. Alors, sur les problèmes de connexion, on avait effectivement beaucoup d'élèves qui avaient des problèmes de connexion, qui n'avaient pas d'accès à Internet. Donc, du coup, enfin, déjà, moi, ça me fait un petit peu halluciner qu'au XXIe siècle, on en soit encore à ce que il y ait des familles qui puissent même pas se permettre une connexion Internet, qui même voilà, qui est des familles qui est faim aujourd'hui, alors que voilà, on nous dit qu'on essaie de gérer la crise au mieux. Voilà. Enfin, je trouve ça hallucinant, mais bon, voilà. C'est aussi ce que montre cette crise actuellement. Du coup, on a essayé de recenser quels étaient les besoins et il y a des clés 4G qui ont été prêtées aux familles qui en avaient besoin. Alors, je ne sais pas si tous les besoins étaient couverts dans le collège, mais en tout cas, il y a eu des prêts pour que les élèves puissent se connecter. Mais bon, avec toutes les limites que j'ai indiquées sur un téléphone pour toute la fratrie ou une tablette pour voilà, toutes ces difficultés-là, quoi. Pour les élèves allophones, contrairement au lycée, en collège, nous on a une classe qui accueille des élèves allophones. Du coup, c'est très compliqué pour les collègues, quoi. Vous imaginez déjà que en présentiel, c'est déjà compliqué. Alors à distance, ça l'est encore plus. Et en plus, ce sont les élèves dans les situations voilà, les plus précaires, parce que ce sont souvent, enfin c'est parfois des élèves voilà, qui peuvent être isolés, qui sont dans les pires situations sociales. Parfois, on n'a même pas de retour des élèves. Voilà, on ne sait pas où ils sont, on n'arrive pas à les contacter. Enfin, voilà. Donc, c'est des situations, j'ai envie de dire, les plus dramatiques. Et donc, les collègues essaient de leur proposer des activités pour garder un lien avec l'école. Mais là, j'ai presque envie de dire que non,
dans ces cas-là, voilà, l'école, c'est un petit peu la dernière des préoccupations. Déjà, c'est la survie, quoi, la première des préoccupations pour ces élèves-là. Après, pour les élèves dyslexiques ou à besoins particuliers, j'ai presque envie de retourner la question. Vous faites quoi quand vous avez 24 élèves en F+, avec un certain nombre qui sont dyslexiques ou qui ont d'autres problèmes? Ben, vous vous débrouillez, quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, c'est comme tout. Alors, ce que vous disiez, là, c'est peut-être le meilleur moyen, c'est de faire le lien au maximum avec les familles, c'est-à-dire de les avoir, si possible, aussi au téléphone pour savoir quels accès ils ont aux outils, et puis comment ils arrivent à les gérer, comment l'élève arrive à travailler dessus, quoi. C'est peut-être ce double lien avec les familles par les logiciels et puis voilà, par le coup de fil qui permet de savoir où en sont les élèves, quoi. Et du coup, tout ça, bah, ça coûte énormément de temps et voilà, pour la formation des enseignantes et des enseignants, ben, ouais, voilà, on n'a pas le temps, quoi. On aimerait bien apprendre des choses sur comment faire au mieux, mais on est déjà dans il faut le faire. Du coup, je pense que la plupart, dans les premiers jours, les premières semaines, ben, on s'est appelé entre nous et puis on voulait savoir comment faisaient les collègues et voilà, on a découvert des nouveaux outils avec voilà, le CNED, le CNOP, etc. On s'est entraîné comme ça. Et j'ai une crainte quand même sur l'après-confinement s'il y a, c'est que vu qu'on serait obligé d'accueillir 15 élèves par classe, bah, il va falloir aussi s'occuper des autres. Et du coup, est-ce qu'on va demander une double journée aux enseignantes et aux enseignants? Est-ce qu'on va demander aux profs d'assurer dans des conditions assez ubuesques les cours aux élèves qui seront là, plus de faire le lien avec les élèves, plus faire le lien avec les familles pour savoir si vraiment les élèves arrivent à le faire. Enfin, vous imaginez un peu comment ça va se passer. C'est juste peut-être une toute dernière question parce que vous parlez beaucoup des élèves, vous parlez beaucoup de votre profession, ça vous honore. Vous parlez très peu de vous. Et moi, je voulais vous poser peut-être cette toute dernière question. Quel rapport, durant cette période de confinement, vous entretenez avec le télétravail et avec le droit à la déconnexion? Parce que les élèves, parfois, envoient des messages à des heures un petit peu surprenantes. Les parents, parfois, peuvent appeler à des heures très surprenantes. Et je voulais voir auprès de vous, quel est votre ressenti dans votre quotidien, dans votre vie, de l'impact de ces technologies et de ce rapport au télétravail? Est-ce que vous êtes connecté en permanence? Est-ce que vous arrivez à débrancher? Et peut-être une toute dernière question, c'est, vous avez aussi développé un rôle avec ces technologies numériques, avec ce confinement, une relation particulière avec les élèves et avec les familles. Est-ce que vous avez un petit peu, c'est une question pas provoque, mais une question un peu caricaturale, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu endossé parfois le rôle de psychologue auprès de certains élèves qui ont besoin d'être rassurés? Est-ce que vous sentez des élèves repliés sur eux-mêmes et où c'est compliqué d'avoir un dialogue franc et vrai avec eux? Donc voilà, deux questions. Le droit à la déconnexion, le télétravail, et de l'autre côté, le rapport qui s'est redessiné avec les élèves et les familles. Sur la question de la déconnexion et enfin, en fait, oui, du télétravail, c'est clairement très, très intrusif. Enfin, toutes ces technologies, il y a la rupture qui est dans notre métier normalement assez nette quand même entre la sphère privée et professionnelle. Là, c'est clair elle a volé en éclats. Et donc, avec effectivement plus tellement d'horaires, plus tellement de frontières entre ces deux espaces. Je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon expérience, ça a eu des bons et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, bah voilà, c'est qu'effectivement, on est en quelque sorte, on est tout le temps sur le pont. Je dirais que par contre, les bons côtés, c'est que quelque part, ça a créé des liens avec des élèves, des liens qui n'existent pas en règle générale. Enfin, bizarrement, le fait de vivre ça
à la fois ensemble et à distance, ça nous a quelque part aussi beaucoup rapprochés. Enfin, voilà, il y a des liens, des mots, des questions qu'on peut se poser au téléphone avec les élèves qu'on ne pose pas d'habitude. Et voilà, moi je ne garderai pas qu'un mauvais souvenir de ça. Par contre, ceci mis à part, c'est vrai que c'est quand même oui, très intrusif dans la vie privée. Moi, je tiens à vous raconter quand même une petite anecdote. On parle beaucoup de ces classes virtuelles, de ces classes à distance, visioconférences, etc. Mais il faut savoir, je ne sais pas, Romain, comment ça se passe pour toi, mais moi, quand je fais une visioconférence, je suis la seule à allumer ma caméra. Je parle à un écran noir. Tous les autres écrans, il y a marqué le nom des élèves, mais je ne vois pas les élèves. Alors, bon, eux, ils voient chez moi, ça ne me pose pas un problème énorme, mais pour eux, c'est impossible de montrer chez eux, de se montrer eux-mêmes. Il y a quelque chose de trop intrusif, de trop violent pour eux à faire. Et je le comprends, mais parfaitement. Alors parfois, voilà, je les taquine un peu, je leur dis, dites-moi quand même coucou, que je n'ai pas l'impression d'être absolument toute seule à parler dans le vide, mais ils ne le font pas. Et en fait, voilà, je comprends qu'ils ne le fassent pas. Et donc, vraiment, il ne faut pas s'imaginer que cette manière d'enseigner à distance va pouvoir se généraliser parce que c'est totalement déshumanisé. Et quand on n'a pas en face de soi ces élèves, quand on n'a pas leur regard, quand on n'a pas leur sourire, quand on ne peut pas voir dans leurs yeux ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, en vrai, on ne fait pas cours. Enfin, voilà, c'est un mensonge absolu, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question que j'ai oubliée, mais je crois que c'est… Voilà. Oui, bah, d'un point de vue personnel, c'est vrai que la période est vraiment épuisante. Au-delà du fait qu'on ne puisse pas sortir de chez soi, qui est déjà quelque chose d'assez terrible en soi, ben, cette manière d'enseigner, elle prend énormément de temps. Je sais que la plupart de mes collègues disent que voilà, ils passent plus de temps actuellement à travailler que d'habitude parce que on n'a pas l'habitude et que ça prend énormément de temps en termes de préparation, de retour et de suivi des élèves. Et du coup, c'est très très fatigant. Et c'est très fatigant aussi de tout le temps travailler sur ordinateur, quoi. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude, j'aime pas ça du tout. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Et voilà, c'est vraiment un autre. Voilà, normalement, enseigner, c'est être avec les élèves. Là, c'est pas du tout le cas et c'est complètement différent. Et y compris, on est confronté à plein de choses pour lesquelles enfin, de manière beaucoup plus importante que d'habitude. Par exemple, ne serait-ce que pour les enseignants, tout le matériel qu'ils ont utilisé dans la période, ben, c'était à leur frais, quoi. C'est-à-dire que la connexion Internet, l'ordinateur là, avec lequel je vous parle, ben, voilà, c'est moi qui l'ai payé, c'est pas le ministère qui l'a payé. Et au final, on travaille voilà, pour notre employeur, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles on est confronté qui sont totalement inhabituelles. Et c'est vrai que la période, elle est quand même hyper pesante, quoi. Pour nous, mais aussi pour les élèves. Et puis nous, on se pose aussi plein de questions pour les élèves. Quelle sera leur modalité pour l'orientation, comme disait Diane, pour réussir leurs examens? Qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs examens? Ceux qui passent le baccalauréat, enfin, voilà, imaginez là, vous avez 17 ans, cette année, vous devez passer le bac. Qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Enfin, dans ces conditions-là, c'est quand même c'est très très déroutant, quoi. Merci pour cette première partie, pour toutes vos réponses, toutes ces précisions, toutes ces expériences. À chaque fois, chaque témoignage apporte son lot de richesse, de précision. Je trouve ça très intéressant. Peut-être passer sur les aspects, les leçons positives. Vous avez commencé à les évoquer, les leçons que l'on peut tirer, qui seraient ce lien, par exemple, que vous évoquiez avec les élèves, hein, un lien nouveau, un rapport nouveau, parfois avec les parents. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme point intéressant de cette expérience que l'on pourrait continuer? Peut-être votre regard en tant que collectif d'enseignants pour la planète, quelle lecture il en fait? Quelle lecture il en fait? Voilà, avant peut-être d'entamer ce dernier point qui est celui de l'actualité, qui est le retour, le déconfinement et le retour des élèves
vers l'école. Ou sur les aspects un peu positifs de vos expériences et qu'il conviendrait peut-être de… Romain, Ouais. Est-ce que je peux juste redire un tout petit mot sur la question du numérique, juste un aspect qui me tient beaucoup à cœur et dont on n'a pas parlé. En plus avec ma casquette d'enseignante pour la planète, c'est la question du coût écologique de tout ça, qui n'a absolument jamais été évoqué par qui que ce soit, alors que c'est vertigineux en fait, comme coût. Là, pour le coup, j'étais bien contente que mes élèves n'allument pas leur caméra parce que le coût des visioconférences et que le coût écologique est terrible. Mais moi, ça me sidère que cette réflexion soit absente, qu'à aucun moment on n'en ait jamais parlé. C'est absolument fou. Et donc, et là encore une fois, imaginez que l'éducation nationale puisse, dans l'avenir, utiliser massivement ces outils, c'est une folie. Et donc, il faut absolument s'opposer à ça. En tout cas, c'est notre point de vue. Voilà. Sur la question des aspects positifs, il faut quand même faire beaucoup d'efforts pour en trouver. C'est vrai qu'il y a ce côté peut-être un petit peu plus, ce lien peut-être nouveau avec les élèves, quelque chose d'un peu plus, un peu moins rigide, un peu plus personnel qui a pu s'instaurer parfois. Moi, ce que je dirais, c'est que ce qui me semble intéressant, comme piste à creuser, c'est finalement un rapport avec nos élèves qui laisse un peu plus de place aux émotions, en fait. Moi, j'ai beaucoup essayé d'inciter les élèves. Alors, encore une fois, c'est très difficile parce que, comme je vous dis, je parle à des écrans noirs. Mais j'essaye de les inciter à exprimer un ressenti. Avec le collectif Enseignants pour la planète, on a mis en place un questionnaire qu'on a appelé Retour de confinement, pour justement en fait leur poser une série de questions, une trentaine de questions donc c'est un outil pour les collègues, pour interroger les élèves sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont ressenti, sur les émotions qui les ont envahis à ce moment-là. Parce que je crois qu'il y a une chose, alors peut-être que je dérive un peu, mais il y a une chose qui m'a frappée, c'est à quel point nous n'étions pas préparés à cette crise et à quel point nous n'étions émotionnellement pas préparés à cette crise. Et moi, je veux dire que j'ai été très, très agacée par les discours qui se moquaient des gens qui ont paniqué au début de la crise et qui allaient se dévaliser les rayonnages de papier toilette et de pâtes, etc. On s'est beaucoup moqué de ces gens-là, mais en fait, ça n'avait rien de surprenant. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que tout va bien, qu'il n'y a aucune crise, que la situation est parfaitement sous contrôle, etc. Donc, il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune éducation qui a été faite. On n'est pas éduqué à la crise. On ne sait pas ce que c'est. On n'y est absolument préparé. On n'y est absolument pas préparé. Donc le jour où elle nous arrive, on panique. C'est tout à fait normal. Et je pense que s'il y a une chose qu'on pouvait, j'espère qu'il n'y en aura pas qu'une seule, mais parmi les choses qu'on pourrait retirer de cette crise, c'est de faire de la place dans notre système éducatif à ces émotions et à une éducation à la crise en fait, et apprendre à l'aborder, non pas simplement comme des machines qui doivent absolument continuer à apprendre sans aucun sens, mais d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus humaine de cette chose-là. Et voilà, c'est peut-être ça la piste positive que je voudrais qu'on explore dans l'avenir. S'il y a du positif, c'est peut-être que cette crise, elle montre à quel point il y a des urgences. Diane a parlé de l'urgence climatique. Voilà, tout tend à montrer aujourd'hui que les activités humaines comme elles se mènent aujourd'hui, c'est juste invivable d'un point de vue écologique et qu'il va vraiment falloir revoir tous les modèles de production, de consommation et du système tel qu'il fonctionne actuellement. Il y a un gros problème social, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont aujourd'hui les plus exposés, c'est-à-dire les infirmiers, les infirmières, les soignants,
les éboueurs, etc., qui au final sont, j'ai envie de dire, les plus mal lotis socialement aujourd'hui. C'est quand même assez, assez incroyable. Et il y a une urgence démocratique. C'est pas possible qu'on continue avec un système comme ça où il y a un président de la République qui décide pour 65 millions de Français, qui n'écoute pas les avis du conseil scientifique, qui avertit son ministre un quart d'heure avant que toutes les écoles seront fermées. Puis, après, il y a tous les fonctionnaires et tous les parents d'élèves, tout le monde qui devra faire comme ils pourront, hein, de toute façon, puisque voilà, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, et puis le système scolaire, c'est pareil, il doit vraiment être revu totalement. Là, on est, alors on est entre l'école, c'est la garderie pour permettre aux parents d'aller travailler, et puis ça doit être aussi l'endroit de l'évaluation toujours maximale, etc. Pour les examens, sans que l'essentiel ce soit en fait l'émancipation des jeunes, qu'ils apprennent un maximum de choses pour avoir un regard critique sur la société plus tard. Et voilà, on a vraiment à repenser complètement l'école parce qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là aujourd'hui. Concernant la reprise de l'école, je vais me faire un peu l'avocat du diable. D'abord, je voudrais savoir ce que vous en pensiez, mais vous avez beaucoup évoqué la difficulté que représentait ce confinement et finalement cet éloignement de l'école pour les populations les plus fragilisées, les allophones, ceux qui n'avaient pas les outils, les matériels, à la fois les matériels d'ordinateur, puis la connaissance, le savoir-faire pour le manier, enfin bref, toute cette catégorie de population de jeunes fragilisés pour lesquels le ministre dit, même si on n'est pas dupe, personne n'est dupe de pourquoi il rouvre, mais en tout cas pour lesquels le ministre propose de rouvrir les écoles. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça vous semble bien? Est-ce que vous aurez malgré tout réouvert pour tout le monde? Est-ce que vous n'aurez réouvert par personne? Qu'auriez-vous fait au regard effectivement de tous ces jeunes qui ne font pas rien, hein, moi, je pense qu'ils font autre chose peut-être, mais qui sont abandonnés, on va dire, de l'école, pas simplement des enseignements, mais de l'école en général, donc d'un suivi et d'un espace dans lequel ils peuvent se retrouver. Est-ce que de ce point de vue-là, la reprise vous paraît quand même une bonne chose? Et à ce moment-là, ou sinon, qu'auriez-vous fait? Comment vous auriez fait? Pensez-vous qu'il faut laisser ce grand pont? Enfin, quelles sont vos solutions par rapport à ces jeunes et tous les autres jeunes d'ailleurs en général, concernant la reprise? Pour moi, il n'y a vraiment pas de réponse simple. Enfin, c'est il n'y a pas vraiment de bonne solution et toutes les alternatives ont des défauts. En fait, la question que j'aurais envie de poser, c'est surtout, et pour moi, la réponse déterminerait la décision qu'on prend, c'est surtout pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on remet les élèves à l'école? Si c'est pour les y remettre et pour se dire il se sera quand même passé quelque chose au 3e trimestre, ça n'a aucun sens. Et il vaut mieux les laisser tranquilles et les exposer le moins possible. Si c'est pour répondre à des questions d'urgence sociale, et là, effectivement, Romain et moi, on a des élèves qui sont dans ces situations-là, donc on sait de quoi on parle. Là, oui, ça a du sens de rouvrir les écoles parce qu'il y a des élèves qui, tout simplement, ont besoin de la cantine, des choses aussi basiques que ça. Donc, je trouve que vraiment, si on ne répond pas à la question du pourquoi, on ne peut pas répondre à la question de on ouvre ou on ferme. Ça n'a pas vraiment pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Après, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, c'est aussi très particulier. On sait qu'on a une population, on sait qu'on a été hyper touché par cette crise. On sait qu'on a une population fragile avec souvent des gens qui vivent dans des mauvaises conditions, dans des appartements petits, etc., où les distanciations sociales en famille, c'est quand même compliqué, avec beaucoup de parents qui travaillent et qui ne peuvent pas se confiner. Donc,
la réponse aussi en Seine-Saint-Denis, je pense qu'elle ne peut pas être tout à fait la même que partout ailleurs en France. Mais vraiment, avant même ça, je trouve que la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on renvoie les élèves à l'école? Je vous poserai une deuxième question, mais peut-être vous y répondrez après Romain. À la question que vous posez du pourquoi, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre si vous étiez ministre? Voilà. Pourquoi faut-il reprendre? Moi, si j'étais ministre, j'aurais absolument envie d'utiliser ce temps qui assez clairement ne peut pas être consacré à un enseignement classique, et quelque part c'est tant mieux. J'aurais envie de ramener les élèves pour parler de la situation avec eux et pour que enfin on fasse collectivement face justement à ce qui nous arrive. Moi, ce que je trouve absolument terrible dans cette crise et dans la manière dont l'éducation nationale l'a gérée depuis le début, c'est qu'elle n'en a pas dit un mot. C'est que tout se passe dans l'éducation nationale comme si rien ne se passait en France et dans le monde. Et ça, je trouve ça terrible. On n'a aucun discours là-dessus. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a des élèves qui sont en fait, en gros, livrés à eux-mêmes sur ces questions-là, qui sont complètement exclus du débat public. Hein, tout l'histoire, le monde d'après, etc. Alors là, des élèves, ils en sont... En fait, c'est leur monde, le monde d'après. Mais ce seront les derniers consultés sur le sujet. Et ils n'ont même pas l'impression d'être légitimes pour prendre la parole là-dessus. Et d'autre part, ce qui est terrible dans cette gestion-là de la crise, c'est que comme c'est pas l'école qui propose un discours d'éclairage sur cette crise, c'est les réseaux sociaux qui le font. Et c'est toutes les théories du complot qu'on a pu voir. Moi, je reçois pas mal de sollicitations de mes élèves qui me disent « Ah madame, j'ai vu passer ça, est-ce que ça c'est vrai, etc. Le virus fabriqué par les Chinois. » Pourquoi est-ce que l'école n'est pas capable de réagir par rapport à ça et pourquoi est-ce qu'on livre nos élèves à ce genre de ressources? Moi, et alors, pour le coup, là, dans mon collectif, on fait très clairement le parallèle entre cette crise actuelle et la crise, enfin, les périls écologiques. C'est pareil. Hein, les élèves sont aussi peu accompagnés sur cette crise que sur les crises globales sur le plan écologique. Moi, le parallèle qui me vient, je trouve que là où l'école avait à peu près réussi à être à la hauteur, c'était au moment des attentats. En 2015, on a été capable collectivement d'expliquer, d'accompagner. On a été capable de ça, d'accompagner nos élèves pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi est-ce que là, on se l'interdit? Et moi, j'ai l'impression que quelque part, on n'a pas confiance dans les enseignants. On se dit que les enseignants, si on leur demande de parler de ça, si on les laisse parler de ça, ils vont faire de la politique, ils vont faire du militantisme, etc. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, en fait, on est capable de faire la part des choses. On connaît notre métier, on sait à quel moment on peut avoir un discours militant et à quel moment on est enseignant et où le discours qu'on doit tenir, il est critique avant tout, mais pas militant ou politique. On sait très bien faire ça. C'est notre métier et je dirais même c'est le sens de notre métier. Moi, ça me désole qu'on n'ait pas cet espace-là avec les élèves, qu'on ne nous demande pas d'effectuer cette mission-là. Pour moi, c'est la seule qui ait du sens. Et si c'est pour faire ça, oui, ça a du sens de retourner à l'école. Mais si c'est pas pour faire ça, restez chez vous. Voilà. Merci. Ce que dit Diane sur les attentats me fait penser à des documents que le ministère vient de mettre en ligne sur le communautarisme et ce qui est demandé aux enseignants, voilà, de faire de la délation des élèves qui réagiraient mal par rapport justement à la gestion de la crise, etc. Et donc vous pouvez consulter sur voilà, c'est juste incroyable. Voilà, on demande aux enseignants c'est l'un des outils, soi-disant, du ministère pédagogique pour l'après-confinement, pour expliquer aux élèves voilà, que c'est pas bien de remettre en cause la gestion de la crise par les États. Voilà, ça c'est une réponse institutionnelle, pédagogique pour les enseignants. Alors sur la reprise pour le 11 mai, je pense qu'en temps de pandémie mondiale, le plus important c'est quand même la sécurité des élèves, de leurs familles et des personnels. Voilà, c'est quand même ça qui prime. Et voilà, moi je suis pas médecin, donc je m'en remettrai
à des avis médicaux, par exemple l'avis du conseil scientifique. Voilà, donc l'avis du conseil scientifique, ce n'est pas de reprendre le 11 mai. Le conseil scientifique l'a déconseillé et pourtant le président a décidé de rouvrir. Est-ce que les conditions sanitaires seront réunies pour que les élèves puissent revenir dans les classes sans qu'il y ait de danger pour eux, pour leur famille et pour les enseignants? Je ne crois pas. Là, on est le 6 mai. Mon collège n'a toujours reçu aucun masque pour l'accueil des élèves. Voilà, donc est-ce que c'est possible, ça, d'accueillir 15 élèves devant se séparer chacun d'un mètre dans nos classes? Moi, je vois la taille de ma salle de classe, je vais en mettre combien des élèves dedans? J'en mettrai pas 15, ça c'est clair. Donc voilà, c'est pas, c'est dans les conditions actuelles, là, je vois pas comment c'est envisageable de mettre 15 élèves dans les classes sans qu'il y ait de danger et sans que les élèves puissent parce que voilà, vous avez certainement lu des articles sur le lycée de l'Oise qui montrait que la propagation du virus était très importante dans le lycée, à hauteur de 40%. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce que le président, le gouvernement ne suit pas l'avis du conseil scientifique? Et j'avais envie de dire une chose sur qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement. Je pense que la crise, elle montre les priorités. Voilà. Est-ce que la priorité, c'est de mettre 7 milliards sur Air France? Moi, j'ai l'impression que la priorité, c'est de mettre des milliards dans l'hôpital public aujourd'hui. Cette crise, elle montre l'importance de l'hôpital public, de la sécurité sociale, du système des retraites. Elle montre l'urgence dans les EHPAD. Voilà, c'est ça l'urgence aujourd'hui. C'est pas les exonérations fiscales des grandes entreprises. Et voilà, et ce que montre aussi cette crise, c'est l'importance des services publics. Parce que c'est la seule chose qui sauve les gens au final. Il reste plus que ça. Quand on est dans le besoin, que ce soit socialement ou que ce soit d'un point de vue médical ou autre, qu'est-ce qui reste? Il reste les services publics, il reste les hôpitaux, il reste les infirmières. Voilà. Et c'est ça la priorité. C'est pas les exonérations de charges, etc. pour les grandes boîtes. Voilà. C'est quand même ça un petit peu la priorité aujourd'hui. Vous avez des choses à compléter sur l'ensemble, sur ce qui se passe en ce moment, d'autres orientations, d'autres points de vue à donner, que ce soit sur la sortie de crise, la crise ou d'autres. Oui, moi je voudrais rajouter une chose à laquelle j'ai pas pensé tout à l'heure quand vous parliez des points positifs. En fait, je pense que l'un des trucs un peu positifs, c'est qu'on s'est senti autorisé en tant qu'enseignant pendant cette période. On s'est senti autorisé à beaucoup innover, quoi, à faire des trucs un peu en dehors des clous, donc éventuellement faire des cours sur des plateformes de jeux vidéo. Mais parmi les choses qui me semblent intéressantes, c'est que a émergé une idée qui nous est très chère à Enseignants pour la planète et donc qu'on a soutenue quand elle a émergé là dans le débat public, c'est l'enseignement dehors. Il y a eu une tribune qui a été diffusée par Moïna Fauché-de-Lavigne et Mathieu Chéreau dans Le Monde il y a quelques jours. Nous, on avait lancé un appel pour la débitumisation des cours d'école au mois de mars, qui a été signé par beaucoup de gens, notamment par Descola et Mérieux. Et ça nous semble, ça, être vraiment… Alors, déjà, il y a la question presque pratique et sanitaire. Voilà, quand on fait cours dehors, on s'expose moins. Quand on fait cours dehors, quand on a été confiné pendant 2 mois, il y a des chances que ce soit plus agréable que de retourner dans des salles de cours qui sont parfois franchement infâmes, quoi. Mais il y a aussi là… pour nous, il faut que ça aille plus loin que ça. C'est aussi que cette crise, elle est tout de même, c'est quand même une crise du vivant. C'est quand même une crise de notre rapport au vivant qui nous entoure. Ce virus, il nous rappelle quand même cruellement à notre condition, à notre rapport à la biodiversité, etc. Et quand même, moi, ça fait quelques années que j'enseigne et que je m'intéresse à ces questions d'écologie. Et je suis sidérée, en fait, du rapport que nos élèves entretiennent à la nature. Pour eux, la nature, c'est
éventuellement un truc à exploiter, à instrumentaliser parce que il y a du bois, du pétrole, ça donne à manger, bon, très bien. Ou alors c'est un truc dangereux, c'est un truc néfaste, et alors là, il faut s'en éloigner, c'est sale, etc. Et faire cours dehors, alors ça peut paraître un gadget, mais à mon avis, et pour le pratiquer moi, ça ne l'est pas du tout, c'est au contraire vraiment un outil extrêmement intéressant pour renouer des liens entre l'enfant, l'élève, et le vivant et la nature qui l'environne. Alors, c'est vrai que, je ne vais pas mentir, quand on fait cours dehors, on est un peu moins performant que quand on fait un cours magistral avec un PowerPoint. Mais moi, j'assume complètement que quand j'emmène mes élèves faire cours dehors, je prends 5 minutes pour leur demander de regarder ce qui les entoure. Et je pense voilà, c'est quelque chose à creuser, ça, parce qu'on a absolument besoin de comprendre collectivement dans quelle position on est par rapport au reste du vivant. Et pour qu'on le comprenne collectivement, il faut qu'on se confronte au vivant. Et dans nos salles de classe, derrière nos écrans, on n'est plus jamais confronté au vivant. Donc si ça peut être quelque chose, une piste à explorer, voilà, ce serait ça aussi un truc qu'on aurait gagné dans cette crise. Merci beaucoup pour ce complément. Ouais. Merci. Je dois rajouter aussi, par exemple, en parlant d'écologie ou de l'environnement, hormis l'environnement naturel, je dirais l'écologie un peu humaine, c'est, vous disiez, on apprend moins bien. Mais faut-il avoir cette densité, cette cadence d'apprentissage? Enfin, je veux dire, ces programmes surchargés que jamais on ne finit, alors que, enfin voilà, ça réinterroge aussi le volume du programme. Pourquoi? Ça réinterroge des réorientations précoces, ça réinterroge le temps finalement, le temps de ce développement. C'est pas comme si à la fin on attendait, c'est pas comme si à la fin il y avait vraiment besoin de salariés qu'on attendait les bras ouverts. Les jeunes ont le temps. De toute façon, il n'y a même pas de travail pour eux, quel que soit le truc qu'ils font. Donc, enfin, je veux dire, ça réinterroge beaucoup de prendre le temps. Je pensais notamment, là, j'entendais Dominique Bourg sur France Inter qui disait, mais pourquoi on ralentit pas? Pourquoi aider Air France? A-t-on besoin des avions? Vous voyez, on voit plutôt prendre le bateau, plutôt, bon, ralentir, mais y compris ralentir dans les apprentissages, dans cette pression. Ça fait partie de l'environnement mental, on va dire, l'écologie. Oui, oui, complètement. Mais à la limite même, en fait, ce que je disais tout à l'heure sur le pourquoi de reprendre l'école, il faudrait même poser cette question sur pourquoi l'école, en fait, et quelle finalité on donne à l'école. Il y a un membre de notre collectif qui plaisantait là-dessus en disant que quand on lit, je ne sais plus quel texte, en fait, on se rend compte que l'enseignement, c'est un texte officiel, hein, que l'enseignement a pour finalité de préparer les élèves au diplôme du baccalauréat, et que le baccalauréat a pour finalité de couronner un parcours scolaire. Donc en fait, une espèce de boucle qui n'a aucun sens, quoi. Et la question, ce serait vraiment de se dire, mais quel sens on veut donner à l'école? À quoi est-ce qu'on veut préparer les jeunes? Aujourd'hui, enfin, pour moi, l'enseignement, ça forme les citoyens et ça forme éventuellement des professionnels. Donc ça, je pense que c'est pas interdit de le dire. Mais aujourd'hui, la formation du citoyen, pour moi, elle est à l'arrêt, notamment parce qu'on ne parle pas des vrais enjeux. Et la formation professionnelle, elle est très largement mensongère, parce que quand on voit vers où on oriente nos élèves, le nombre de d'élèves que j'ai qui s'orientent dans des carrières de commerce international, de choses comme ça, qui sont quand même un peu pas des voies de garage, mais enfin des voies qui posent question aujourd'hui. Je me dis, mais est-ce que là, l'école joue encore son rôle? Est-ce qu'il n'est pas temps de vraiment complètement repenser le sens qu'on donne à l'école? Bien sûr que c'est le temps. Repenser le monde d'après, et du coup repenser l'école. Bon, c'est ça aussi. Romain, vous vouliez rajouter quelque chose? Si je peux ajouter une dernière chose, la crise, elle rappelle, elle met en lumière quelles devraient être les priorités. Et la priorité, on peut se demander si c'est vraiment de commander 650 drones ou si c'est de mettre l'argent sur des choses élémentaires et essentielles comme l'hôpital public. En ce qui concerne le scolaire, il y aurait une priorité aujourd'hui aussi, c'est la médecine scolaire. Et en 2015, on avait manifesté à Montreuil parce qu'il n'y avait pas du tout les moyens de suivre les élèves et les membres du personnel. Quelques chiffres, à Mayotte, il y a 0 médecin scolaire actuellement.
En 2015, on avait manifesté parce qu'il y avait 17 postes qui étaient pourvus sur 49 dans tout le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a un exemple, il y avait un demi-poste qui devait couvrir 29 écoles, 4 collèges et 3 lycées sur la commune de Bobigny. Voilà. Donc, on est dans une période de pandémie. La priorité, ça devrait être voilà, la santé, parce que c'est quand même assez essentiel, on le voit actuellement, l'éducation. Il faut arrêter avec le dogme néolibéral des suppressions de postes, etc. On a besoin de la fonction publique, on a besoin des soignants, on a besoin des profs, on a besoin des agents, etc. etc. Donc voilà, c'est ça qui doit être repensé aujourd'hui. Et j'ai envie de dire là, ce qui vient en tête aussi pour les collègues, c'est on n'oubliera pas et on ne voudra pas que ça soit comme ça après, parce qu'il y a juste trop de choses qui ont été insupportables. Le confinement certes, mais aussi le mépris du gouvernement, de, de la porte-parole du gouvernement qui explique que non, il n'y aura pas besoin forcément des profs pour aller ramasser des fraises, etc. Le ministère qui dit tous les jours tout et son contraire et qui n'informe jamais les personnels et puis les organisations syndicales non plus, hein, qui prend toutes les décisions toujours tout seul. Tout ça, c'est juste insupportable. Et au final, qui est-ce qui a la responsabilité de ce qui se passe? C'est celles et ceux qui sont en première ligne. Et qu'est-ce qui va se passer le 11 mai si les écoles elles rouvrent? Elle sera pour qui la responsabilité si jamais il y a un élève qui tombe malade, si jamais il y a la famille de l'élève qui tombe malade? On va expliquer que le ministère il a fait un beau protocole et que tout était expliqué dans le protocole et que s'il n'a pas été respecté, c'est que le prof n'a pas bien fait son travail et que c'est à cause de lui que l'élève est tombé malade. C'est ça qui va se passer et du coup, voilà, la responsabilité risque d'incomber au rang du personnel et c'est encore une fois nous qui sommes en danger et le ministère qui se décharge de toute responsabilité. Et ça, c'est insupportable. J'ai lu qu'il avait commencé à donner une réponse. Il cherche à donner une réponse. Il a été interpellé par ça, et notamment par les maires. Donc, il cherche à donner une réponse. Je crois qu'elle n'est pas encore satisfaisante. Nous avons les Républicains au Sénat qui ont fait une proposition de loi. Moi, elle a été rejetée, évidemment. Mais du coup, quand même, les pressions, ils tentent de trouver des réponses. Je ne sais pas laquelle a été donnée. Je crois que ce n'est pas satisfaisant, mais bon. C'est bien quand même de faire valoir tout ça. Ça a été posé largement par moi-même déjà, mais par d'autres, bien sûr. Et puis les maires, cette fameuse tribune sur la responsabilité, devant laquelle ils ne peuvent pas rester silencieux. Là, sinon, personne n'y retournera. Hein. Déjà, personne ne va y retourner, mais alors là... Merci beaucoup, en tout cas.